Les salariés ainsi que certains dirigeants de sociétés venant exercer leur activité professionnelle en France bénéficient de mesures temporaires d'exonération d'impôt sur le revenu à la double condition de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France ou résident de France au sens des conventions fiscales internationales de façon ininterrompue au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonction en France. De même, ils doivent fixer en France leur domicile fiscal à compter de la prise de fonction en France. Concernant la date de prise de fonction, elle s'entend de la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat, soit du travail, soit du mandat social. D'ailleurs, compte tenu des contraintes professionnelles ou familiales de l'impatrié et de son conjoint, l'installation en France du foyer peut être différée d'un délai raisonnable de quelques mois. Le régime des impatriés va concerner les salariés et dirigeants de sociétés de capitaux soumis au régime fiscal des salariés, appelés de l'étranger à occuper pendant une période limitée un emploi dans une entreprise établie en France. Que ces personnes soient recrutées directement à l'étranger par l'entreprise établie en France ou qu'elles soient appelées par une entreprise étrangère auprès de l'entreprise établie en France. Dans ce cas-là, on vise les salariés détachés dans le cadre d'une mobilité intragroupe. Enfin, il faut savoir que le dispositif des impatriés ne s'applique pas aux salariés et dirigeants venant exercer un emploi en France de leur propre initiative. Les impatriés vont alors être exonérés d'impôt sur le revenu à la fois sur leurs revenus d'activité et sur certains revenus patrimoniaux de sources étrangères. L'exonération sera accordée dans tous les cas au titre des années de domiciliation fiscale en France jusqu'au 31 décembre de la 8e année civile, suivant celle de la prise de fonction en France. D'ailleurs, il faut savoir que l'exonération va être maintenue lorsqu'au cours de cette période, l'intéressé va changer de fonction au sein même de l'entreprise pour laquelle il s'est installé en France ou va changer d'entreprise au sein du même groupe pour exercer ou non des fonctions similaires. L'exonération est également maintenue lorsqu'une entreprise étrangère va mettre fin au détachement du salarié et que ce dernier va signer un contrat de travail ou un mandat social avec l'entreprise établie en France dans lequel il exerce ses fonctions. L'exonération des revenus d'activité va alors porter d'une part sur les suppléments de la rémunération directement liés à l'exercice de l'activité professionnelle en France, à savoir la prime d'impatriation. Les suppléments de rémunération seront alors en principe exonérés pour leur montant réel. Toutefois, les personnes recrutées directement à l'étranger ainsi que les personnes appelées en France par une entreprise étrangère dont la prise de fonction est intervenue après le 15 novembre 2018 peuvent opter pour l'évaluation forfaitaire de ceux-ci. En cas d'option, la part des suppléments de rémunération exonérés va être réputée égale à 30% de la rémunération nette totale, hors avantages liés au dispositif d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié. Et petite précision importante, c'est que dans tous les cas, soit l'exonération pour le montant réel ou l'option pour l'évaluation forfaitaire, il faut que la rémunération imposable en France reste comparable à la rémunération servie au titre des fonctions analogues dans la même entreprise ou à défaut dans des entreprises similaires établies en France. Jusqu'à défaut, la différence sera réintégrée dans la rémunération imposable par l'administration fiscale. À côté des suppléments de rémunération directement liés à l'exercice de l'activité professionnelle en France, l'impatrié va pouvoir bénéficier d'une exonération sur la fraction de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger. Cette activité doit être exercée dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. On vise alors le salaire de base et éventuellement les suppléments de rémunération. Il faut bien savoir que cette exonération de la fraction de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger n'est pas cumulable avec celle prévue à raison des suppléments de rémunération prime d'expatriation. D'ailleurs, l'impatrié devra opter pour l'une ou l'autre de ces exonérations au plus tard lors du dépôt de sa déclaration de revenus souscrite au titre de la prise de fonction ou de la première année d'application du régime. Et cette option sera irrévocable. Ainsi, si on veut prendre un exemple pour un cadre employé d'une société étrangère qui sera détaché pour une entreprise française pour exercer son activité en France sur la base d'un contrat prévoyant une rémunération annuelle nette de 200 000 euros, avec une prime d'impatriation de 60 000 euros, ce supplément de salaire lié à l'impatriation, donc les 60 000 euros, pourra être exonéré. Alors, soit en totalité si l'intéressé justifie que la rémunération de référence en France est égale ou inférieure à la rémunération nette hors prime du salarié impatrié, donc 140 000 euros, ou alors soit dans la limite de 50 000 euros si le salaire net comparable en France est de 150 000 euros. En effet, comme évoqué précédemment, le salaire imposable en France ne peut pas être inférieur à celui servi au titre des fonctions analogues par l'entreprise française ou à défaut par des entreprises similaires établies en France. Enfin, concernant le montant de l'exonération globale, il faut savoir qu'au choix des impatriés, ça sera soit l'exonération globalement accordée au titre de l'activité exercée en France et à l'étranger qui sera limitée à 50% de la rémunération totale, ou alors soit la rémunération perçue au titre de l'activité exercée à l'étranger qui ne pourra être exonérée qu'à hauteur de 20% de la rémunération imposable au titre de l'activité exercée en France. Dans ce cas-là, la rémunération imposable de référence qui sera prise en compte pour ce plafonnement va s'entendre hors avantage lié au dispositif d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié. Alors pour reprendre un exemple, on aura un cadre qui va être employé par une société à l'étranger et qui n'a pas été fiscalement domicilié en France depuis au moins le 1er janvier N-5, donc depuis au moins 2015. Il va être détaché par son employeur dans une entreprise établie en France à compter du 1er janvier 2020. Il va être emmené ensuite à effectuer plusieurs déplacements à l'étranger. Sa rémunération annuelle nette au titre de N, donc pour prendre 2020, va être fixée à 220 000 euros, dont 130 000 euros correspondant à une prime d'impatriation et 30 000 euros correspondant à son activité exercée à l'étranger.
La rémunération de référence en France sera quant à elle fixée à 100 000 euros. Dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer le montant de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. Pour ce qui est de la prime d'impatriation, compte tenu du montant de la rémunération de référence, donc 100 000 euros, la prime d'impatriation ne pourra être exonérée que dans la limite de 120 000 euros, donc 220 000 euros moins 100 000 euros. Et le solde, 10 000 euros, sera imposable. À défaut, le salaire imposable de l'impatrié, avant prise en compte de l'exonération de la part de l'activité exercée à l'étranger, serait inférieur au salaire net comparable, donc les 100 000 euros. Pour ce qui est de la part de rémunération correspondant à l'activité exercée par l'intéressé à l'étranger, elle sera susceptible d'être exonérée à hauteur de 30 000 euros. Maintenant, on va voir les effets du plafonnement. Donc, on a deux options. Soit l'option 1 qui est le plafonnement global. Donc, on aura un montant de rémunération susceptible d'être exonéré avant plafonnement de 150 000 euros, les 120 000 euros de prime d'impatriation et 30 000 euros d'activité à l'étranger. Mais le montant de l'exonération ne peut toutefois pas excéder 110 000 euros, puisque c'est les 50% de la rémunération annuelle nette, donc 220 000 euros, donc 50%, 110 000 euros. Donc, en cas de première option pour le plafonnement global, le cadre impatrié sera exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 110 000 euros. Ensuite, si l'impatrié opte plutôt pour le plafonnement de la rémunération correspondant à son activité exercée à l'étranger, on aura un montant de rémunération imposable hors prime d'impatriation exonéré de 100 000 euros, puisque c'est les 220 000 euros de rémunération nette annuelle, moins les 120 000 euros de prime d'impatriation qui peuvent être exonérés. Mais la part de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger ne pourra être exonérée que dans la limite de 20 000 euros, puisqu'on a un plafond de 20% de la rémunération annuelle imposable, donc 220 000 euros, moins les 120 000 euros de prime d'impatriation exonérée. Ce qui nous fait, en cas d'option pour le plafonnement de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger, une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 140 000 euros. Donc c'est les 120 000 euros de prime d'impatriation, plus les 20 000 euros correspondant au plafond de la rémunération à l'étranger. Ce qui fait que le contribuable a plutôt intérêt à choisir l'option du plafonnement de rémunération correspondant à l'activité à l'étranger, puisqu'il sera exonéré à hauteur de 140 000 euros, alors que s'il optait pour le plafonnement global, il sera exonéré d'impôt sur le revenu qu'à hauteur de 110 000 euros. On peut prendre un deuxième exemple qui va être celui d'un cadre qui n'a jamais été fiscalement domicilié en France et qui va être recruté à l'étranger par une entreprise établie en France à compter du 1er janvier 2020 et qui va être également amené à effectuer régulièrement des déplacements à l'étranger. Dans ce cas-là, sa rémunération annuelle nette prévue dans le contrat qui ne prévoit aucune prime d'impatriation due au titre de l'année N sera de 140 000 euros, dont 30 000 euros va correspondre à l'activité exercée à l'étranger. D'ailleurs, la rémunération de référence en France sera toujours de 100 000 euros. Dans ce cas-là, si on regarde comment est exonéré d'impôt sur le revenu l'impatrié, on aura pour la prime d'impatriation sur option de l'intéressé, cette prime d'impatriation pourra être exonérée à égal de 42 000 euros, puisqu'on va faire un abattement forfaitaire de 30% de sa rémunération nette annuelle de 140 000 euros. Néanmoins, comme la rémunération de référence en France va s'élever à 100 000 euros, l'exonération de la prime d'impatriation sera limitée seulement à 40 000 euros. Et le solde, les 2 000 euros, restera imposable. Puisqu'à défaut, le salaire imposable de l'impatrié, donc les 98 000 euros, si on déduit les 42 000 euros en entier, avant prise en compte de l'exonération de la part de l'activité exercée à l'étranger, serait inférieur au salaire net imposable des 100 000 euros. Ensuite, pour ce qui est de la part de l'activité à l'étranger, on aura une exonération à hauteur de 30 000 euros. Et on va maintenant voir les effets du plafonnement. Donc si on opte pour le plafonnement global, le montant de la rémunération qui peut être exonéré avant plafonnement sera de 70 000 euros, puisqu'on a 40 000 euros d'exonération au titre de la prime d'impatriation et 30 000 euros au titre de l'activité à l'étranger. Il faut savoir que cette exonération est limitée à 50% de la rémunération annuelle nette, donc les 140 000 euros. Donc 50% de 140 000 euros, on a bien 70 000 euros. Donc dans ce cas-là, le montant de la rémunération bénéficiant de l'exonération est bien de 70 000 euros. Le cadre impatrié pourra être exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur des 70 000 euros en cas d'option pour le plafonnement global. Et s'il opte pour le plafonnement de la rémunération de l'activité exercée à l'étranger, le montant de la rémunération imposable hors prime d'impatriation exonérée est de 100 000 euros, puisqu'on a les 140 000 euros de rémunération annuelle nette, moins les 40 000 euros d'exonération de prime d'impatriation. Ensuite, la part de rémunération qui va correspondre à l'activité exercée par l'intéressé à l'étranger, qui sera susceptible d'être exonérée, va être limitée à 20 000 euros, puisqu'on a 100 000 euros de revenus de référence, soit 20%, le plafond de 20% de la rémunération annuelle. Dans ce cas-là, s'il opte pour le plafonnement de la rémunération de l'activité exercée à l'étranger, il va être exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 60 000 euros, puisqu'on a 40 000 euros d'exonération de prime d'impatriation, plus 20 000 euros dû au plafond de 20% de la rémunération annuelle. Dans ce cas-là, le contribuable, s'il est exonéré seulement à hauteur de 60 000 euros, il a intérêt plutôt à opter pour le plafonnement global puisqu'il serait exonéré à hauteur de 70 000 euros. Concernant le régime des impatriés, il y a des obligations déclaratives pour les employeurs et les contribuables. En effet, l'employeur doit porter sur la déclaration annuelle des données sociales, donc DADS, transmise à l'administration fiscale, les rémunérations versées aux impatriés qui vont mentionner distinctement, d'une part, le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu et d'autre part, le montant de ceux qui en sont exonérés. De même,
il doit indiquer dans la case somme exonérée au titre du régime des impatriés le montant total correspondant à la somme de la prime d'impatriation et de la fraction de la rémunération perçue en contrepartie de l'activité exercée à l'étranger, qui va bénéficier de l'exonération. Ensuite, l'employeur doit porter toutes ces informations à la connaissance du salarié. Les impatriés, quant à eux, n'ont pas à faire de procédure d'agrément préalable auprès de l'administration fiscale. Néanmoins, ils doivent porter une mention expresse sur l'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation et pour l'option pour l'une ou l'autre des mécanismes de plafonnement de l'exonération. Cette option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation et le choix du mécanisme de plafonnement résultant d'une décision du contribuable, il doit porter une mention particulière dans la rubrique autres renseignements de la déclaration d'ensemble des revenus 2042. Ensuite, normalement, le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu et à partir de la déclaration DADS faite par l'employeur, ces montants sont pré-imprimés par l'administration sur la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable. Celui-ci doit alors vérifier l'exactitude des montants et en cas d'erreur ou d'options différentes, modifier les inscriptions. Enfin, le contribuable doit également porter aux rubriques prévues à ces effets de la déclaration 2042, donc d'ensemble des revenus, le montant des rémunérations bénéficiant de l'exonération, puisque cette mention n'est pas destinée à soumettre les revenus en cause à l'impôt sur le revenu, mais à permettre le calcul du revenu fiscal de référence. Enfin, il faut savoir que les primes d'impatriation versées aux salariés et dirigeants impatriés ne sont pas comprises dans l'assiette du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ainsi, en cas d'option pour le régime d'impatrié, il convient d'avertir l'employeur pour qu'il n'y ait pas un prélèvement à la source fait sur le salaire versé à l'impatrié en amont sur la partie de prime d'impatriation qui serait soumise à l'exonération. À côté des revenus d'activité, l'impatrié va aussi pouvoir bénéficier d'une exonération de 50% sur certains revenus patrimoniaux, à savoir les revenus de capitaux mobiliers, quel que soit leur régime d'imposition, donc revenus distribués, produits de placement à revenus fixes, produits des contrats d'assurance et de capitalisation, également les produits de droits d'auteur perçus par les intéressés et leurs héritiers ou légataires, les produits de cession ou concession de droits de propriété industrielle, donc brevets, procédés, marques, perçus par les inventeurs, ainsi que les produits perçus par les créateurs de logiciels indépendants. Enfin, une exonération de 50% sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire des titres, ou à défaut la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France. Le paiement de toutes ces sommes doit avoir été effectué par une personne établie hors de France, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ou alors un accord d'échange de renseignements fiscaux. Enfin, il convient de préciser que les prélèvements sociaux vont rester applicables à ces revenus passifs et patrimoniaux, puisqu'ils vont être encore exigibles sur une base non réduite, donc à 100%. Enfin, l'exonération partielle d'impôt sur le revenu est applicable aux revenus perçus et aux gains nets de cession réalisés par la seule personne qui, au sein du foyer fiscal, bénéficie du régime spécial des impatriés. En effet, l'exonération n'est pas applicable aux revenus perçus et gains nets réalisés par les autres membres du foyer fiscal, qui demeurent soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Concernant les obligations déclaratives, il faut savoir que les montants exonérés de revenus de capitaux mobiliers, de plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux vont être déclarés dans la déclaration 2042C. Les produits de droits d'auteur et de produits de cession ou de concession de droits propriété industrielle vont être déclarés soit dans la déclaration 2042C Pro s'ils sont considérés comme des BNC ou déclaration 2042C s'ils sont considérés comme des traitements et salaires. Enfin, le montant total des produits va être déclaré sur la déclaration 2042C, la déclaration d'ensemble de revenus, pour permettre le calcul des prélèvements sociaux et la détermination du revenu fiscal de référence. De même, il y a plusieurs autres déclarations à faire. Je ne rentre pas dans les détails. Bien sûr, il faut remplir sa déclaration d'ensemble 2042, faire sa déclaration des comptes détenus à l'étranger, faire la déclaration 2778 pour les produits de placement à revenus fixes, la déclaration 2074 en matière de plus-value et la déclaration 2047 de déclaration des revenus encaissés à l'étranger. Les impatriés peuvent également bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu au titre de certaines indemnités et remboursements de frais. Il s'agit des indemnités et remboursements de frais qui sont prévus pour le régime favorable des quartiers généraux et des centres de logistique, à savoir pour les personnels qui n'ont pas été domiciliés en France pendant l'année précédant la date de leur arrivée en France pour exercer leur activité professionnelle et qui sont employés en France pour une durée n'excédant pas 6 ans. L'impatrié va alors pouvoir bénéficier d'une exonération des indemnités et remboursements de frais professionnels au titre de l'article 81.1 du Code général des impôts et une exonération des indemnités de logement et de tax equalization ou autres indemnités considérées comme des suppléments de salaire au titre du régime spécial des impatriés. Pour ce qui est des indemnités et remboursements de frais professionnels pour les salariés au titre de l'article 81.1 du Code général des impôts, il faut qu'ils soient utilisés conformément à leur objet. On vise alors les voyages de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint, les frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement en France, les frais de garde meubles, les frais de déménagement et de voyage aller-retour, les locations de voitures à l'arrivée et au départ, pendant une période maximum de 2 mois dans chaque cas, les frais de scolarité des enfants fiscalement à charge, les cours de français, les voyages annuels aller-retour dans le pays d'origine, les voyages d'urgence vers le pays d'origine, les loyers supplémentaires éventuellement exposés à l'arrivée et au départ, les frais de gardiennage, les frais de dédouanement, les frais d'obtention de permis de conduire français, les frais de conversion technique des véhicules, les frais de carte grise, ainsi que les remboursements des honoraires d'assistance administrative et d'assistance fiscale pour les consultations fiscales éventuelles pour apprécier les conséquences de l'expatriation.
Concernant les autres indemnités qui seront exonérées au titre du régime spécial des impatriés, on a l'indemnité de logement et de tax equalization. Donc on vise les remboursements en totalité ou en partie du coût du logement constituant la résidence du salarié impatrié en France, ou le remboursement en totalité ou en partie du coût de l'impôt et des cotisations obligatoires de sécurité sociale payées en France. Il faut savoir aussi que pour les autres indemnités considérées comme des suppléments de salaire, on vise les indemnités dites d'expatriation, à l'exception du remboursement du surcoût de logement, les remboursements de dépenses personnelles, téléphone, entretien, assurance, remboursement des dépenses d'aménagement de l'appartement, et indemnité d'achat de véhicules automobiles ou de pertes subies lors de la revente de ce véhicule. Enfin, il convient de préciser que lorsque le salarié va réunir toutes les conditions pour bénéficier à la fois du régime d'impatrié ou du régime des quartiers généraux de centres de logistique, ou alors des salariés détachés à l'étranger en cas d'indemnité pour activité à l'étranger, donc prime d'expatriation, le salarié va devoir opter de façon irrévocable pour l'un des régimes, donc là, en l'occurrence pour le régime impatrié, au plus tard lors du dépôt de la déclaration annuelle des revenus souscrite au titre de l'année de sa prise de fonction en France ou de la première année d'application du régime. En matière d'impôt sur la fortune immobilière, il faut savoir que les personnes qui ont été domiciliées à l'étranger pendant les 5 années civiles précédant leur arrivée en France, donc du transfert du domicile fiscal en France, vont être imposables à l'impôt sur la fortune immobilière seulement sur leur actif français. En effet, ce dispositif va être applicable chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France et jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de son installation en France. D'ailleurs, cette exception au principe général d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière à raison du patrimoine mondial est applicable bien sûr sans préjudice des stipulations plus favorables des conventions fiscales internationales. Enfin, au terme de ce délai, donc au terme de la 5e année suivant celle de son installation en France, l'impatrié va être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière de façon générale, donc sur les actifs mondiaux, donc à la fois en France et à l'étranger. Enfin, une petite précision sur l'application du bénéfice du régime de faveur, donc imposition sur les seuls actifs français pour l'impatrié. Il faut savoir que ce bénéfice du régime de faveur n'est pas perdu en cas d'aller-retour entre la France et l'étranger durant les 5 ans de sa durée d'application. Ainsi, si un contribuable va être éligible au régime de faveur à compter de 2020, il pourra encore bénéficier de celui-ci au titre de 2024 et 2025, malgré une résidence fiscale à l'étranger. En 2022 et 2023, avoir vu le régime fiscal des impatriés, on va s'attarder au régime social des impatriés, en commençant par les régimes de retraite et prévoyance légalement obligatoires. Il faut savoir qu'il y a une déductibilité sans limite des revenus professionnels, des cotisations versées par les salariés qui, au titre d'une activité professionnelle exercée en France, continuent de verser des cotisations au régime de protection sociale de base de leur état d'origine, auquel ils sont restés affiliés, conformément au règlement européen en matière de salariés détachés ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale. Le versement de ces cotisations versées au régime de protection sociale de base de leur état d'origine sera alors intégralement déductible du salaire imposable en France. En effet, il convient de préciser que pour les citoyens des pays de l'Union européenne, il y a un règlement européen qui autorise le maintien temporaire du régime de sécurité sociale du pays d'origine en cas de détachement dans les pays membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen et en Suisse. De même, en cas de détachement en France en provenance d'un autre pays auquel ne s'applique pas ce règlement européen, la France a conclu plusieurs conventions internationales permettant le maintien temporaire du régime de sécurité sociale du pays d'origine. Et cette durée de détachement va varier en fonction des accords. Mais durant cette durée de détachement, le salarié va pouvoir être affilié au régime de sécurité sociale de son pays d'origine et pourra déduire intégralement les cotisations versées pour son activité professionnelle en France du salaire imposable en France. Alors on a vu la première mesure au niveau des cotisations de base qui sont pour tous les salariés. Là, c'est une mesure pour les seuls impatriés qui font une activité professionnelle exercée en France, qui vont pouvoir, au titre des cotisations versées au régime de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés avant leur arrivée en France, ils vont pouvoir les déduire du salaire imposable jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant celle de leur prise de fonction en France. Mais cette déduction est limitée. Les cotisations, notamment en matière de régime de retraite supplémentaire, celles qui respectent les définitions des directives européennes relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, soit des conditions prévues par une convention ou un accord de sécurité sociale. D'ailleurs, il faudra une attestation de l'entreprise étrangère comme quoi les cotisations sont bien versées dans le pays d'origine. Et pour la limitation de la déduction, ainsi les cotisations aux primes de prévoyance complémentaire seront déductibles dans une limite annuelle égale à la somme des éléments de 5% du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, soit 2057 € pour 2020, et 2% de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu ne puisse toutefois excéder 2% de 8 fois le montant annuel du plafond de sécurité sociale, soit un montant maximal déductible de 6 582 € pour 2020. Et concernant les cotisations au régime de retraite supplémentaire, ils vont être déductibles sous un plafond égal à 8% de la rémunération annuelle brute, elle-même retenue dans une limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale, ce qui fait une déduction maximale
de 26 327 € pour 2020. Enfin, nouvelle mesure prévue par la loi Pacte en 2019, c'est pour les impatriés qui vont pouvoir demander à ne plus être affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire. Pour pouvoir ce faire, ils vont devoir prouver qu'ils ont une contribution minimale de 20 000 € par an versée à un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse, qu'ils ont pris leur fonction à compter du 11 juillet 2018 pour une activité professionnelle en France et qui n'ont pas été affiliés au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonction à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse. Cette exonération va être accordée qu'une seule fois pour un même salarié et pour une durée de 3 ans qui sera reconductible une seule fois, donc une durée globale de 6 ans maximum. D'ailleurs, cette demande doit être faite de manière conjointe par l'employeur et le salarié auprès des URSSAF compétents. Et bien sûr, par voie de conséquence, la période couverte par cette exemption ne va pas ouvrir droit à des prestations d'un régime français d'assurance vieillesse. De même, en cas de méconnaissance des conditions d'exemption, il y aura une sanction qui sera prévue en l'annulation de l'exemption et le versement par l'employeur, le responsable de l'entreprise, d'une somme égale à 1,5 fois le montant des contributions et cotisations qui auraient dû être payées par le salarié s'il n'avait pas bénéficié de l'exemption. Enfin, bien sûr, cette mesure est rétroactive à partir du 11 juillet 2018, donc si l'impatrié pouvait bénéficier de cette exemption et que ça couvre une période qui est passée, l'employeur peut former une demande de remboursement des cotisations sociales déjà acquittées. En matière de taxes sur les salaires pour les employeurs, il faut savoir qu'il y a une exonération de taxes sur les salaires au niveau de la prime d'impatriation versée aux impatriés. Cette exonération est alignée sur l'exonération applicable en matière d'impôt sur le revenu, selon que l'impatrié ait opté ou non pour l'application de la base forfaitaire. Ainsi, l'exonération de la taxe sur les salaires va donc s'appliquer dans les mêmes conditions, à savoir jusqu'au 31 décembre de la 8e année civile suivant celle de la prise de fonction en France de l'impatrié, et sous réserve que les intéressés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonction en France, et qu'ils fixent en France leur domicile fiscal. D'ailleurs, les autres éléments de la rémunération des impatriés, notamment la fraction des rémunérations correspondant à l'activité exercée à l'étranger dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur, demeurent soumis à la taxe sur les salaires.